Merci beaucoup à Thierry Cocon pour cette invitation. C'est un honneur, un plaisir de venir présenter ces travaux en collaboration avec Enzo Kranz et Cyril Cohen. Donc le titre de cette journée de présentation est, je pense, particulièrement pertinente à cette heure que je ne pensais pas voir si tôt, où la formalisation des mathématiques est devenue quelque chose de, disons, familier peut-être, ou en tout cas connu de la communauté des chercheurs en mathématiques au sens large. Peut-être qu'un des signes visibles en fait, de cette familiarité est le fait que ce sujet ait fait l'objet d'un exposé plénier au Congrès international des mathématiciens en 2022. Je ne sais pas à quel point ça a permis à des chercheurs de franchir le pas et d'essayer eux-mêmes ces instruments, mais je pense en tout cas que c'est des lettres disons, d'honorabilité, en fait, d'inviter un tel sujet pour ce public. Ce succès et cette familiarité, cette exposition est le fruit de 2 décennies, les 2 dernières, d'avancées assez spectaculaires dans le sujet, où on a vu une collection toujours plus grande de mathématiques formalisées trouver sa place dans des bibliothèques que l'on peut écrire, vérifier, lire avec des assistants de preuve. Ici, j'ai choisi 4 points dans cette histoire qui sont un peu personnels et forcément très partiels, de théorèmes marquants qui ont ainsi été formellement vérifiés et formalisés dans un formalisme comme la théorie des types, mais pas seulement. Il y a une exception notable à des fondations type dépendant, qui est ici la vérification de la conjecture de Kepler. Mais le but de cette collection d'images est d'illustrer la variété de sujets abordés et de la variété des arguments de preuve qui sont utilisés. On a ici de la géométrie discrète, de la théorie des groupes finis, de la combinatoire et de la théorie des graphes. Il y a des preuves calculatoires, il y a des preuves qui n'en sont pas du tout. Et cette quantité de mathématiques a une pente croissante qui est avec une forte accélération ces derniers temps. Alors, l'autre signe en fait, de succès de cette utilisation des mathématiques formalisées comme instrument pour faire de la recherche en mathématiques, c'est le fait qu'on commence à avoir des témoignages en fait, de l'impact de l'activité de formalisation sur de la recherche en train de se faire, sur des preuves en train de s'écrire, sur des définitions en train de se concevoir. Et cette reconnaissance permet d'envisager avec réalisme des projets monumentaux qui semblaient complètement fous il y a encore peut-être même juste 5 ans. Donc, moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de ce qui se passe en coulisses. Donc, Thierry m'avait demandé de choisir un sujet dans lequel intervienne l'univalence. C'est ce que je vais essayer de vous raconter aujourd'hui. Il ne va pas y avoir de grands théorèmes formalisés. En fait, c'est précisément le contraire. Le but de ce travail, c'est de donner aux mathématiciens plus d'outils pour formaliser ce que Andrei Bauer appelle les mathématiques invisibles, c'est-à-dire les arguments de mathématiques qui ne s'écrivent pas, où on dit que c'est évident, où on dit qu'on procède par analogie ou par calcul, et du coup, ces arguments-là ne trouvent pas leur place dans la littérature standard. Et pourtant, lorsqu'on se met devant un ordinateur et qu'on essaye de convaincre un assistant de preuve qu'une certaine preuve doit être correcte, il faut trouver un moyen de convaincre le vérificateur impitoyable que ces arguments-là sont bien valables. Et si possible, ne pas avoir à les écrire. Et donc, c'est un peu l'histoire que je vais essayer de vous raconter. Donc, pour commencer, je vais vous raconter une expérience personnelle d'encadrement malheureux de stagiaires. Donc, dans le cadre de mon activité, je passe chaque année quelques mois à essayer de former de jeunes chercheurs à la recherche en mathématiques formalisées. Donc, à la recherche en mathématiques formalisées, ça veut dire que c'est des gens qui ont déjà un peu d'habitude de formaliser les mathématiques, ils savent se servir d'un assistant de la preuve, ils se sont dérouillés sur des problèmes considérés comme faciles, où il n'y a pas trop de risques en fait, sur les choix à faire pour la formalisation. Et puis là, on prend un problème qui semble atteignable, mais où il y a un petit peu plus de liberté et un petit peu plus d'imprévu. Et donc là, à cette époque, ce qui m'intéressait, c'était de fournir des outils pour faire ce type de mathématiques pas trop détaillées sur le papier, qui consiste à faire des estimations d'intégrales, par exemple. Ici, on intègre certaines fonctions spéciales de la théorie des nombres. Et en fait, ici, je vous montre une page de la première version de la preuve d'Elgodt de la conjecture de Goldwart-Terner. Donc voilà, on se dit qu'on va essayer de regarder comment est-ce que les outils que les mathématiciens, les théoriciens des nombres utilisent pour faire ce genre de calcul marchent.
Et puis, il y avait un algorithme qui était magnifique, qui a été publié quelques années auparavant, assez simple, avec une preuve très jolie, élémentaire, mais pas facile. Et on s'est dit qu'on allait faire ça. Alors évidemment, avec la pression du temps, les stages étant de courte durée, on s'est rabattu sur un algorithme un petit peu plus ancien, qui était moins, disons, actuel, mais quand même raisonnable. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des choses à faire qui étaient beaucoup plus élémentaires avant de pouvoir commencer, à savoir avoir une meilleure arithmétique de boules formalisée. Donc ici, dans ce genre d'argument calculatoire, en fait, on doit montrer que les procédés calculateurs algorithmiques et implémentés font bien ce qu'ils doivent. Et en particulier, on doit borner des erreurs commises sur des approximations, d'où le fait qu'il y ait une arithmétique d'intervalle ou de boules qui intervienne. Ce n'est pas le sujet de mon exposé, je veux juste vous montrer que dans ce cas-là, on s'intéresse à des objets comme ça. Donc là, c'est une boule sur Rn, mais pensez à un intervalle sur la droite réelle représenté par le centre d'intervalle et son rayon de nombre réel. Donc ça, c'est pour faire des maths sur le papier. Quand on veut calculer, évidemment, on va regarder qu'un sous-ensemble de nombres réels, ceux avec lesquels on sait faire des choses, c'est-à-dire calculer. Et naturellement, vont intervenir des nombres flottants, donc ces nombres diabdiques un peu bizarres, qui ont des propriétés algorithmiques agréables et des propriétés mathématiques terribles. Et donc, on va devoir définir ces objets-là pour pouvoir calculer dessus, puis aussi regarder un petit peu comment ils se comportent par rapport aux versions idéalisées des nombres réels qu'on prend. Alors, il faut les plonger dans des nombres réels, avec aussi un point ajouté pour l'erreur, puisque les flottants, ils peuvent être des non-nombres, parce qu'il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir aussi des fonctions partielles. Il faut aussi étendre R un petit peu plus, parce qu'on va avoir envie de parler de la droite étendue avec l'infini. Et en fait, on va se retrouver rapidement avec une explosion du nombre de représentations de familles de nombres réels qu'on doit manipuler, qui jouent toutes un rôle important. Et finalement, voilà le code du stagiaire qui avait travaillé sur ce travail, Iwan Kebre, qui avait prouvé en fait la correction de l'opération d'addition sur les boules. C'est complètement trivial. Et ça lui a pris 58 lignes. Alors, c'est peut-être pas le code le plus beau, le plus concis, le plus compact qu'on puisse obtenir, mais c'est pas la raison principale, en fait. La raison principale, c'est que c'est extrêmement pédestre. Et encore une fois, j'insiste, Iwan a fait un très bon stage, il y est vraiment pour rien. On trouve des traces de ce genre de preuves pédestres dans une littérature écrite par des experts. Je vais vous en donner 3 exemples. Le premier, c'est un article en fait, dans une conférence de mathématiques formalisées, en fait, qui raconte une preuve formelle de la conjecture de Hirsch, ou plutôt de son invalidation. Donc, c'est une conjecture en optimisation combinatoire sur des histoires de bornes sur des diamètres de polytopes. Et là, l'article consacre plus de 3 pages, je crois, à expliquer comment est-ce qu'ils envisagent une espèce de hiérarchie comme ça de représentation des entiers, des listes, des tableaux, pour arriver à mener à bien des calculs. Là, j'ai donné deux exemples qui impliquent des preuves calculatoires, puisque c'était mon centre d'intérêt à l'époque, mais ça n'a rien à voir avec la question de calcul. Voici un autre exemple tiré de la documentation de MATLib, où ici on a sous les yeux la documentation de la preuve du théorème de Vitali-Kara-Théodori en théorie de la mesure. Et donc, l'auteur est assez détaillé en fait, dans sa documentation. Il donne même un résumé de la preuve en fait, qui est dans l'origine. Mais en fait, ce qu'on peut lire, c'est que... excusez-moi, je ne retrouve pas la phrase que je voulais vous montrer. Yeah, the main pain point is... Et voilà. Il dit que la principale difficulté dans la preuve formalisée, c'est le fait qu'il faut justement aller jongler entre ces réels positifs, ces réels étendus, et ça ne se fait pas très bien. Et je vais terminer par un dernier exemple, pris d'une interview de Sandrine Blasi, qui est une experte en preuve de programme, et en particulier en vérification de compilation. Et lorsqu'on lui pose la question sur ce qu'elle considère être les défis de son domaine pour les prochaines années, parmi d'autres choses, elle cite le fait qu'on va avoir besoin de meilleurs outils automatiques pour faire ces transferts de preuves entre différentes représentations d'abstraction, qui est un phénomène particulièrement courant en fait, dans ce type de preuve. OK. Donc je vais essayer de vous donner un petit exemple concret et le plus élémentaire possible des problématiques qui apparaissent quand on veut faire comme ça ce genre de preuve par changement de représentation ou par analogie de preuve.
Et l'exemple que je vais prendre, c'est deux façons différentes de représenter les entiers de Peano. Donc la première, qu'on va retrouver dans, je pense, toutes les bibliothèques de preuves formelles d'assistants de preuve comme ROC, Agda ou Lean, c'est ce type inductif, NAT, ici, qui représente les entiers comme des chaînes de symboles S, là, successeurs, qui se terminent par un 0. Donc c'est des entiers bâtons. La définition de ce type inductif vient avec ce qu'on appelle un principe d'induction, un éliminateur, qui explique comment est-ce qu'on peut construire des choses à partir des entiers, donc pour quelque chose de construit pour tous les entiers peut être construit à partir de ce principe si on fournit la construction pour 0 et la façon de construire quelque chose pour le successeur à partir de celle construite sur n. C'est le principe d'induction de récurrence habituel en mathématiques. Donc à partir de ce principe, on peut faire des preuves par récurrence, on peut aussi écrire des fonctions, donc par exemple ici l'addition, et c'est la définition de l'addition qui va donner certaines des identités de l'arithmétique de Peano, que vous pouvez lire ici. On peut écrire d'autres programmes, on peut écrire un test de primalité si on veut, et si on veut exécuter ces programmes dans la logique, comme le permet un formalisme basé sur une théorie des types comme celle de Rock qui sous-tend Rock ou Lean, on va rapidement être limité. Les entiers bâtons, ce n'est pas vraiment le truc le plus efficace pour calculer. Et donc on peut être intéressé par effectuer ces calculs sur une autre représentation des entiers. Si on choisit une représentation binaire, les choses vont déjà se passer mieux. Et voilà comment on peut faire une représentation binaire des entiers. On va d'abord représenter des entiers positifs, strictement positifs, en représentation binaire. Donc c'est des mots de 0 et de 1 avec pas de 0 en tête, quoi. Donc voilà le premier 1 de la chaîne, et puis ensuite il y a des 0 et des 1. Et ensuite on rajoute un 0 pour faire les entiers naturels. Alors là, on a un principe d'induction qui n'est pas très utile, qui permet juste d'expliquer que les entiers de ces entiers binaires sont soit 0, soit fabriqués à partir de positifs, mais si on compose ça avec le principe d'induction qui vient avec la définition de positif, on va pouvoir faire des choses comme programmer par exemple le successeur, qui n'est plus un constructeur du type. Voilà, donc on peut faire ça. On peut aussi programmer l'addition, etc. et faire nos calculs. Et maintenant, on est assez content probablement de la façon dont ces nouvelles opérations se comportent d'un point de vue calculatoire. Par contre, on a perdu notre principe de récurrence, on a perdu la commutativité de l'addition telle qu'on la connaissait. Alors comment est-ce qu'on restaure ces preuves ? Alors, la première façon, c'est de retrousser les manches et puis d'y aller avec la force brute et de refaire les preuves sur ces structures de données. C'est possible, ça va être pédestre et probablement pas très intéressant, en particulier parce qu'on va répéter sans cesse des arguments similaires. La deuxième façon, c'est de réfléchir un petit peu aux briques de base qu'on peut utiliser pour faire ces preuves et de prouver ce qu'on appelle un isomorphisme entre les deux types, c'est-à-dire d'exhiber les plongements de l'un dans l'autre et de l'autre dans l'un, de prouver qu'ils sont inverses l'un de l'autre, et puis ensuite de mettre en relation les différents symboles de l'arithmétique dans les deux représentations, donc le 0, le successeur, et ensuite on peut aussi mettre en correspondance les opérations, donc montrer que le plongement de l'addition de deux entiers, c'est l'addition du plongement des deux entiers, etc. Et enfin, une fois qu'on a ces briques de base, tous les transports qu'on peut avoir envie de faire d'une représentation à une autre devraient être possibles en enchaînant de façon suffisamment pertinente ces briques de base. Donc, par exemple, si je veux faire de façon efficace ce calcul sur des entiers unaires, je vais commencer par insérer une identité devant, donc, qui est la composition des deux plongements. Alors en fait, il faut que j'écrive 2 et 1 sous la forme véritable qui se cache derrière ces notations, c'est-à-dire sous forme de succession de successeurs. Et puis ensuite, je vais utiliser mes propriétés de relation pour pousser mes plongements en fait, jusqu'aux feuilles. Donc là, je vais pousser le premier plongement, vous voyez, il a traversé la parenthèse là, et du coup, il s'est distribué sur les arguments de l'addition, et l'addition est devenue l'addition sur les nombres binaires, et puis il va rentrer encore plus profond dans l'expression, et ainsi de suite, jusqu'à ce stade où j'ai bien une opération ici qui ne parle que des entiers binaires, et qui est replongée dans les entiers, disons, idéaux dont je suis partie. Donc, si je replie mes notations, j'ai ceci, et là, je peux me lancer dans un calcul si j'en ai envie. Okay. Je pourrais normalement être capable de faire d'autres types de raffinements. Alors j'appelle ça raffinement parce que c'est le terme, disons, folklore pour décrire ce type de changement de représentation, d'une représentation dite de haut niveau pour des preuves, vers une représentation considérée comme de plus bas niveau pour faire des calculs, mais disons,
plus de transposition, de preuves. Là, ici, quand j'écris des sommes comme ça, ce qui se passe, c'est que sous cette notation se cache un itérateur. Il y a un opérateur qu'on appelle souvent un fold, qui prend en argument une opération binaire, ici l'addition, ça pourrait être le produit par exemple, et puis qui itère en fait cette opération sur une liste d'arguments, ici la liste des entiers de 0 à 17. Et on doit aussi passer à cet itérateur une valeur qui va être la valeur de cette itération dans le cas de la liste vide. Donc c'est un petit peu différent de l'exemple du dessus, en ce sens que j'ai un itérateur qui prend une fonction en argument, mais ça ne devrait pas changer la possibilité de transférer en fait, les propriétés d'une expression à une autre. Je devrais aussi pouvoir récupérer la commutativité, l'associativité de l'addition avec les mêmes arguments de correspondance, le principe d'indiction. Et puis en fait, là j'ai pris un cas particulier de deux types isomorphes, mais on devrait aussi pouvoir faire des transferts de cette nature pour des relations plus faibles que les isomorphismes. Ok. Alors la question c'est est-ce qu'on peut automatiser ces preuves entièrement pour soulager nos pauvres stagiaires et en fait les experts qui perdent un temps qui pourraient passer plus utilement à faire ces preuves à la main. Et pour ce faire, on va en fait essayer de tirer parti de propriétés mathématiques en fait, du formalisme sous-jacent dans lequel on se place pour formaliser. Et on va utiliser ce qu'on appelle des propriétés de paramétricité. Donc, je vais revenir un instant sur les briques de base dont j'ai parlé, qu'on utilise pour faire ces preuves. Alors là, j'ai pris, pour des besoins de simplicité, j'ai pris une opération unaire, l'opposé au lieu de l'addition qu'on avait regardée tout à l'heure. Et donc, ces briques de base là qu'on a écrites, qui correspondent à expliquer que on met en correspondance une opération d'opposé sur une représentation et une opération d'opposé sur l'autre. En fait, ici, c'est simplement de dire que je cherche à faire commuter l'opération hop et la flèche. Okay, donc, j'ai restauré une version fonctionnelle pour rendre les choses plus claires. Ici, on veut juste dire que si j'applique mon hop et puis que je plonge, c'est la même chose que si je plonge d'abord et que j'applique l'autre hop. En fait, cette forme d'identité, c'est un cas particulier d'une propriété plus générale. Alors, je suis désolée, c'est pas très malin d'avoir appelé ça FB, j'aurais dû appeler ça F', mais c'est pas grave, normalement je pense que c'est pas faux. Donc, c'est un cas particulier d'une propriété plus générale qu'on peut avoir sur des paires de fonctions, qui est la suivante. On prend deux fonctions, FA et FB, donc, qui sont avec un type A et un type B, et respectivement un type A' et un type B' en domaine et codomaine. Et puis, on va s'intéresser à des relations du type, si je prends une paire d'arguments, petit a et petit a', qui sont reliés par une certaine relation, alors les transporter par respectivement FA et FA' donnera une paire de valeurs dans leur type respectif qui seront reliées par une certaine relation RB. Et donc, je vais vous montrer la trivialité qui est que cette identité-là est une instance de ce type de propriété. Il suffit de prendre la relation définie par R UV si U est égal au plongement de V, et on peut réécrire cette identité sous la forme pour tout XY si X est en relation avec Y, alors l'opposé de X en tant qu'entier binaire est en relation avec l'opposé de Y en tant qu'entier unaire. Et j'ai dû faire une erreur sur l'ordre, donc c'est le unaire ici et le binaire là. Ok. Et donc il se trouve qu'en s'intéressant à certaines classes de fonctions particulières, en particulier des fonctions qui sont définies dans certains lambda calcul avec certains systèmes de type, et en s'intéressant à des relations particulières, on va pouvoir montrer des énoncés de type ces propriétés de relations se composent bien. Et donc si je pars de choses qui se composent de façon atomique, leur composition va donner des choses reliées. Je vais essayer d'être un petit peu plus précise et de vous donner un exemple sous peu. L'exemple emblématique de classes de fonctions sur lesquelles on sait faire ce type de raisonnement, c'est les fonctions que l'on définit dans un lambda calcul appelé système F, qui est un lambda calcul avec polymorphisme, donc dans lequel les types sont des flèches ou bien des quantifications sur un type et récursivement un autre type qui parle de X ici. Et donc je vais à chaque type associer une certaine relation.
que je note crochetée pour un type T. Donc la relation qui va être associée à un type flèche, c'est la relation qui est récursivement définie à partir des relations sur le type domaine et le type codomaine, donc crochet A et crochet B. Et donc deux fonctions F1, F2 de ce type vont être en relation si, pour toute paire d'arguments reliés par A, les images respectives de A et A' sont reliées par B. Maintenant, la relation qui est associée à un type polymorphe, donc cette fois-ci, je prends encore des paires de fonctions, mais qui vont attendre un argument qui va être un type, qui va être la valeur choisie pour le paramètre grand X. Donc F1 et F2 de telle fonction sont reliés par cette relation crochet pour tout X f de X, si, pour toute paire de type A', et toute relation, la monomorphisation de F1 par A et la monomorphisation de F2 par A' est dans une certaine relation qui est définie à partir de grand R grâce au formateur de type grand F ici. Donc ici, grand F, c'est soit un truc qui fabrique des types flèches, soit un truc qui fabrique plus de quantification récursivement. Et donc je dois expliquer un peu ma notation F de grand R. Donc F, ça peut être une façon de former un type flèche. Et R1 flèche R2, donc ce serait R flèche R, c'est sans surprise la relation qui dit que deux arguments reliés sont envoyés vers deux valeurs reliées. Et le pour tout R, simplement, propage la relation. Okay. Donc ça, c'est la définition un peu technique sur juste le polymorphisme, mais on peut étendre en fait ces définitions avec un petit peu plus de constructeurs de type. La relation qui serait associée au produit type, ce serait la relation qui relie des paires de termes reliés, dont les composantes sont reliées. La relation pour des listes d'un certain type, ça relie des listes de même longueur dont les éléments sont 2 à 2 reliés, et ainsi de suite. Donc jusque-là, j'ai juste défini ces espèces de relations qu'on définit par induction sur la syntaxe des types, et j'ai rien énoncé comme propriété. Le théorème qui donne son intérêt à cette définition, c'est un théorème qu'on appelle souvent un théorème d'abstraction, et qui dit que si un jugement de typage donne le type grand T à un terme petit t, alors la relation associée à ce type grand T, que j'ai noté crochet T, relie T avec lui-même. Donc ça, c'est un théorème qui a l'air assez anodin, qui n'est pas spécialement difficile à montrer pour système F, mais en fait, il a des implications assez profondes, et en fait, des idées similaires se retrouvent sous d'autres noms et dans d'autres formalismes. Sorry? Logical relations, yes. Chez des auteurs de différentes époques et pour des besoins différents. Alors, le type de propriété qu'on arrive à montrer avec des applications et des corollaires de ces théorèmes d'abstraction sont par exemple la classe de fonctions que l'on peut définir dans un système de type donné, donc problème de définissabilité dans les systèmes de type, des propriétés de normalisation fortes sur le comportement en fait, de la réduction des programmes dans un certain calcul, et des théorèmes gratuits, appelés theorems for free, à partir du titre, à cause du titre d'un article de Wedler. Et donc le genre de propriété que je vous ai montré, c'est typiquement un exemple de théorème gratuit. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi est-ce que c'est un corollaire du théorème d'abstraction. Donc on va essayer de montrer cette égalité-là entre à gauche une somme itérée sur les entiers unaires, et à droite, le plongement dans les entiers unaires de la même somme itérée en changeant ce qui doit être changé, c'est-à-dire la somme maintenant elle itère sur l'addition sur les entiers binaires, le 0, le 17 sont dans les entiers binaires, etc. Okay, donc ce que je sais, c'est que j'ai cet opérateur d'itération qui est caché derrière ma somme. Donc je vais simplifier un petit peu le type de fold, je vais dire qu'il n'y a qu'un seul paramètre. Alors fold, il a le type pour tout x. Le type de l'opération qui va être itérée, de l'opération binaire qui va être itérée. Le type de la valeur qui correspond à la valeur de l'itération sur la liste vide. Et à la fin, le résultat est vide en x. Donc je vais définir aussi ma relation d'intérêt, qui est la suivante. La relation
R de x, y est défini par y et le plongement de x. Okay. Et avec ces notations, en fait, d'après ce qu'on a vu plus haut, on peut montrer que R relie les deux zéros et que pour tout x, x', si x et x' sont en relation, alors pour toute autre paire de termes y et y' en relation, on a une relation entre x plus y d'une part et x' plus y' de l'autre. OK ? Et donc maintenant, je veux prouver cette identité. Et donc ce que me dit le théorème d'abstraction, c'est que la relation associée au type de fold j'ai oublié ma liste, hein. Ouais, c'est ça. Il faut quand même itérer sur une liste. Donc cette relation-là relie fold avec lui-même. OK ? Et donc maintenant, je vous remets les définitions qu'on avait vues pour la relation. Je vais juste appliquer les définitions que j'ai données. Donc je vais déplier la définition de l'interprétation d'un pour tout. C'est ce qui est ici. Donc là, l'interprétation de ça, c'est pour tout A, pour tout A', pour tout R. Donc là, je remplace mon X par R. La monomorphisation du fold sur A et sur A' sont reliées. OK. Et donc, judicieusement, je vais prendre comme A et A', N et N, les deux représentations respectives des nattes, et comme relation R, cette relation R qui est définie ici. OK. Donc, ici, je prends un fold sur N, et ici, un fold sur N. Puis je vais continuer à déplier mes définitions. Donc la définition de ceci, donc, qui se lit en associant à gauche, c'est la relation dont on donne la définition pour la flèche ici. Là. Et donc ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est quelque chose qui dit que pour tout F1, pour tout F2, ceci appliqué à F1, F2 implique ceci appliqué à fold de N de F1, fold de N et de F2. OK ? Donc je vais essayer de déplier ce que ça veut dire récursivement. Donc c'est encore un type flèche. Et donc ça, c'est pour tout x, x', R de x, x' implique, puis là je vais vous épargner l'étape, donc il y a deux arguments. Pour tout y, y', R de y, y'. Et la conclusion, c'est que je dois avoir R de F1 de x, x', F2 de y, y'. Pardon ? C'est pas les formes de x là. Merci.
Donc je vais choisir judicieusement comme F1 et F2 mes deux additions et utiliser cette propriété-là. Donc F1 ici, ce sera le plus sur N. F1, 2 ici, ce sera le plus sur les entiers binaires. Et la prémisse de cette implication est validée par cette propriété-là. Donc je veux maintenant déplier, inspecter ce que me donne ceci. Et donc on va faire toujours la même chose, hein. On va déplier les définitions de la relation pour un type flèche. Et donc ici, on va me dire que pour toute paire d'arguments reliés par R, cette relation-là relie cette fonction-là appliquée au premier argument, cette fonction-là appliquée au deuxième argument. Donc je vais choisir ici le 0 sur les entiers unaires et le 0 sur les entiers binaires. Et puis ici, je vais obtenir que ma relation R relie une certaine liste avec une autre liste pour deux listes qui sont reliées par la relation liste R. Et il me suffit maintenant de vérifier que c'est bien le cas pour mes deux listes 0,17 et 0,17 dans les deux représentations. C'est bien le cas, et donc j'ai gagné. J'ai prouvé cette identité à partir de seulement ces propriétés-là. OK ? Et la preuve que les deux listes sont reliées. OK. Donc maintenant qu'on a fait cet exercice sur un système de type avec juste du polymorphisme, on va regarder comment les choses se transposent à des systèmes de type plus sophistiqués, en particulier avec type dépendant. Et là, il se passe quelque chose de très intéressant, qui est que, alors qu'auparavant, on avait ces définitions de relations qui étaient ensemblistes, en fait, avec des paires, des produits de termes, en fait, des sous-ensembles de produits de termes, là, maintenant, on peut écrire dans le calcul qu'est-ce que c'est qu'une relation entre deux types A et B. Une relation entre deux types A et B, c'est un terme qui a le type A flèche B flèche type. Et donc, ce qu'on décrivait auparavant comme une définition de relation à partir de type, maintenant, on va pouvoir dire qu'on définit un nouveau terme à partir d'un terme. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des traductions de paramétricité. On va définir une opération qui, par induction sur la structure syntaxique d'un terme, lui associe un autre terme dans le même calcul. Donc voilà la définition en question. Vous voyez que pour les types, la traduction consiste à dire qu'on associe à deux types AB une relation entre les termes de type A et les termes de type B, et puis on continue à faire ce qu'il faut sur la suite des constructions. Je passe là-dessus, et on arrive à prouver un théorème d'abstraction qui permet justement de dire qu'à partir d'un jugement de typage ici, on sait prouver qu'on a un nouveau terme qui est obtenu comme ceci d'ailleurs, de type relation associatée appliquée à T et à l'U. Alors là, c'est vraiment un théorème du niveau méta, hein. Il n'y a pas moyen de formaliser cet énoncé-là dans l'assistant de preuve. Ici, la preuve, elle va procéder par induction sur le jugement de typage qu'on a en hypothèse. Et par ailleurs, en fait, la définition même de cette traduction, c'est une opération méta, puisqu'on procède par analyse inductive de la structure du terme qu'on traduit. Par contre, en fait, on peut quand même obtenir une implémentation en fait, de ces traductions en faisant de la métaprogrammation. C'est-à-dire que même si l'induction ne peut pas être conduite à l'intérieur de l'assistant de preuve, en fait, on peut écrire chacun des cas de l'induction avec les hypothèses d'induction dont on dispose pour chacun des cas. Et on va se servir d'un programme écrit dans un métalangage pour assembler les pièces de puzzle et faire le travail qu'on a fait dans ce petit calcul. Et ainsi, en donnant à manger à ce métaprogramme un terme bien typé, le métaprogramme va être capable de produire un témoin que la relation qu'il a calculée est bien valable en T et T. OK. Alors bon, en fait, il faut être un petit peu plus fin que ça, il faut aussi faire ça sous des contextes, mais je passe là-dessus. Revenons à notre liste de courses. En fait, le but de toutes ces considérations, c'était d'avoir des outils d'automatisation des transferts de propriétés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce type d'implémentation de métaprogrammes? Alors, les deux premiers exemples, qui sont en fait des théorèmes gratuits déjà du système F, bonne nouvelle, avec ce type de méthode, on peut aussi arriver à avoir une construction de ces preuves formelles des énoncés en théorie des types avec type dépendant.
Par contre, malheureusement, pour le reste de la liste de courses, ce n'est pas possible, ce n'est pas suffisant. En fait, ces énoncés-là, on n'arrive pas à les formuler comme une relation qu'on saurait habiter par un argument de type paramétricité. Et la solution à cette obstruction, c'est de reprendre cette idée d'avoir une traduction de paramétricité et de donner à la traduction des types de la structure. En fait. On va pas seulement associer une relation, on va attacher à cette relation des propriétés, des données supplémentaires. Et l'idée de Tabarot, Tanter et Soso, c'est de prendre suffisamment de données sur cette relation pour en faire en fait une équivalence de type. Et donc ce qu'ils ont montré, c'est que en reprenant la traduction de paramétricité que je vous ai montrée sur le transparent précédent, à peu près, et en modifiant le cas de base pour ne plus considérer que des relations toutes nues, mais des relations qui sont en fait des équivalences de type, on peut réobtenir un théorème d'abstraction. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut toujours faire ce qu'on pouvait faire avant, ça c'est une bonne nouvelle. Et en fait, on peut maintenant obtenir cet énoncé-là parce qu'on va l'obtenir sous la forme d'une équivalence. On va obtenir que ce type-là est équivalent à son analogue où on a changé la représentation des entiers. Et cette propriété d'équivalence, en fait, cette fois, on peut arriver à la produire par un calcul de théorème d'abstraction. On peut aussi faire ça, on peut aussi transporter cette induction. Pareil, on va obtenir que cet énoncé-là, ce type-là, il est équivalent à son analogue qui nous était donné par le principe d'induction sur les entiers unaires. Alors là, par contre, il y a quelque chose que j'ai un peu passé sous le tapis, mais qui commence à devenir un petit peu problématique ici. C'est que, en fait, le théorème d'abstraction pour la paramétricité univalente, la traduction de Tabarot, Tanter, Soso, elle se fait sous axiome. Et en particulier, elle se fait sous condition de l'axiome d'univalence. Et là, du coup, on peut considérer que c'est quelque chose de problématique parce qu'on a le bénéfice de la généralité de ce moule à produire des transferts de propriétés. Par contre, le prix de la généralité, c'est qu'on embarque l'axiome d'univalence quasiment tout le temps. Et en particulier, ici, pour transporter ce principe d'induction, il est essentiel. Et c'est un petit peu problématique parce que, d'une part, en fait, si je faisais la preuve à la main avec mes briques élémentaires, je n'aurais pas besoin de l'axiome d'univalence. C'est absolument pas nécessaire. Et d'autre part, il y a des variantes de théorie des types avec type dépendant, comme la théorie des types sous-jacente à ligne, qui ne sont pas compatibles avec l'axiome d'univalence. Et donc, c'est d'autant plus problématique. Et voilà. Il s'agit d'aller un peu plus loin pour comprendre comment est-ce qu'on peut quand même récupérer quelque chose d'analogue. Et donc, l'idée de ce travail, c'était de généraliser encore cette idée d'attacher de la structure à la relation qui est produite par la traduction de paramétricité, et de non plus seulement considérer que soit des relations toutes nues ou soit des équivalences de type, mais de considérer en fait toute une petite hiérarchie en fait de relations structurées. Et donc ce sont ces traductions indexées par K et L que vous voyez ici, alors avec un K rouge et un L bleu, parce que ces deux indices K et L qui vivent dans cet ensemble d'indices, ils décrivent en fait un assemblage de propriétés qui décrit la structure qu'on donne sur R. Et alors ces propriétés sont les suivantes. En fait, c'est deux copies miroirs de la même hiérarchie, le rouge et le bleu. Tout en bas, vous avez la relation toute nue, où on ne demande rien d'autre à une relation que d'être une relation. Et ensuite, on peut lui demander d'être apparié avec une fonction de A flèche B pour le morceau rouge, et ce sera une fonction de B flèche H dans le morceau bleu. On peut demander que le graphe de la fonction soit inclus dans la relation, en plus, et ça nous donnera un peu de structure supplémentaire, ou réciproquement que la relation soit incluse dans le graphe. On peut demander les deux, et on peut demander en fait, qu'on ait une condition de cohérence en plus, qui fera ce qu'on appelle une map univalente. Alors, ça apparaît un petit peu un jeu formel de faire ça. En fait, si on regarde bien les détails, en fait, comment est-ce qu'elle est apparue, cette hiérarchie? C'est en symétrisant en fait, la relation d'équivalence et en la modularisant. Et donc, en fait, tout en bas, là, si on prend les deux points les moins exigeants de la hiérarchie, on obtient une relation arbitraire, on ne lui demande rien de rien. Si on prend les deux points les plus hauts, en fait, c'est l'équivalence de type, l'isomorphisme plus la condition de cohérence. Si on prend juste ce morceau-là dans le rouge et rien, en fait, on demande juste que la relation soit appariée avec l'existence d'une fonction entre A et B. Donc, on demande un témoin habitant de A flèche B, et ainsi de suite. Donc là, c'est l'isomorphisme de type, les niveaux 3 et 3.
3, 2A, c'est une surjection split, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on peut montrer, c'est que si on peut réécrire en fait une traduction de paramétricité, alors, qui commence à plus être vraiment une traduction de paramétricité, disons une traduction qui, comme ça, donne beaucoup plus de variété à la traduction de l'univers, de sorte que si on la restreint, si on la bloque en haut ou en bas, on retrouve les deux traductions de paramétricité qu'on connaissait, la brute historique de Bernardi, Lasson et leurs co-auteurs, et l'univalente. Mais en fait, on en a beaucoup plus. Et donc, on a des familles de théorèmes d'abstraction, en fait, pour ces paramètres. Et ça donne des théorèmes gratuits plus forts. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on écrit, pour démontrer ces théorèmes d'abstraction, on écrit des choses comme ça. On se dit, sous un contexte gamma, ce qu'on veut obtenir, c'est une relation. Donc, cette fois-ci, j'ai deux indices, là, j'ai alpha et bêta. J'ai deux indices dans ma hiérarchie, qui relient, par exemple, deux pi-types. OK. B'. Et donc, ce que je vais avoir, c'est il faut que j'arrive à construire un témoin de preuve ici qui va prendre des arguments. Et ces arguments, ça va être, on suppose quand même une relation entre A et A'. Donc on suppose qu'on a une certaine relation structurée entre... non, je vais écrire ça comme ça. Ça, c'est un niveau dans ma hiérarchie. On suppose que A et A' ils sont reliés à un niveau alpha dans la hiérarchie. Et on suppose que si j'ai A et A' reliés par AR dans un contexte qui me donne que B et B' sont reliés à un certain niveau. Donc là, j'ai fait une petite coercion, ça représente la relation, mais aussi toute la relation structurée. Je fais la coercion habituelle vers la donnée, vers la relation. Et donc, le but de ces théorèmes, c'est d'étudier, étant donné un gamma désiré sur ces deux pi-types, quelles sont les conditions sur alpha et bêta qu'on peut avoir. Et essayer de les minimiser, de voir s'il y a toujours une solution. C'est ce genre de choses que fait l'algorithme d'inférence, et donc il se passe des choses assez intéressantes quand on regarde ça de près. Donc par exemple, pour cette règle-là, en fait, c'est une fonction qui détermine quels sont les alpha et... J'ai un bêta 1, excusez-moi, oui, pardon, sinon c'est plus simple. Hop. Donc on veut trouver alpha et bêta en connaissant gamma, c'est ça le problème de l'inférence. Et voilà, et donc il se passe des choses intéressantes, et en particulier ici, il se passe deux choses différentes selon que le produit est dépendant ou pas. Et c'est ce décrochage en fait, des conditions qui permet de se passer de l'axiome d'univalence en fait, dans certains cas où la paramétricité univalente ne sait pas s'apercevoir qu'on fait, on peut être plus faible. Donc il y a une implémentation de cette traduction de paramétricité, de la même façon qu'il y avait une implémentation pour la version brute. Et donc l'idée de cette implémentation, c'est vraiment de prouver des implications, c'est-à-dire on veut prouver G2 en tant qu'utilisateur, une certaine propriété, et on veut se ramener, mutatis mutandis, à G1. Donc on veut montrer que G1 implique G2, et du coup, il nous restera à prouver G1. Et donc G1 implique G2, prouver G1 implique G2, c'est montrer qu'il existe une fonction dans ce type flèche. Donc en fait, on cherche une relation au niveau 1, 0 entre les types G1 et G2. Donc c'est comme ça que le plugin part, et puis ensuite il cherche à accumuler comme ça des conditions suffisantes et à synthétiser la preuve à partir des briques qu'il connaît, et au feuille, il se sert de relations qui sont données par les utilisateurs dans une base de données dans laquelle le programme s'est allé chercher. Donc j'ai parlé de conditions suffisantes parce que c'est comme ça qu'elles sont décrites dans l'article que j'ai mentionné sur mon transparent précédent. Mais en fait, récemment, Lucie Lahaye a montré que ces conditions étaient optimales, donc on est content, on a bien un algorithme d'inférence satisfaisant. Et donc après, qu'est-ce qu'on obtient avec tout ce beau monde dans notre liste de courses? On peut toujours faire ce qu'on savait faire avant. On a réussi à décrocher la dépendance en l'axiome d'univalence sur les énoncés où on trouvait que c'était pas moral. Et on arrive aussi à traiter des cas plus faibles de relations que les équivalences, comme par exemple la relation entre n et z, z et z mod p, des choses comme ça.
Et en fait, je vous ai parlé de ces changements de représentation pour avoir des exemples un peu parlants d'applications, mais en fait, on peut faire des choses un peu plus générales que juste du raffinement, du changement de représentation. En fait, dans ce formule-là, on s'est exprimé qu'est-ce que c'est la réécriture sétoïde, la réécriture généralisée, les calculs de coercion, l'insertion de caste, etc. Donc dans la minute qui me reste, je vais essayer de vous montrer une petite démo de cette implémentation. Est-ce que c'est assez grand? Ouais. Donc voilà un fichier dans lequel j'ai chargé l'implémentation de cette tactique, de cette commande de preuve qui s'appelle troc. Et donc ici, dans les parties que j'ai déjà exécutées, j'ai peuplé ma base de données avec des choses. Donc c'est quand même encore un prototype. Donc il y a l'interface pour peupler la base de données et gouverner l'usage de la commande est un peu rudimentaire encore. Donc en particulier ici, je peuple la base de données avec des choses qui relèvent de la logique. Par exemple, je lui dis que faux est relié avec faux, etc. Ici, RP, c'est une relation du niveau 4.2a qui relie Z et Z sur 9Z. Okay. Ensuite, je dis le 0 de Z et le 0 de Z sur 9Z sont en relation. Donc la relation en question, elle a un nom barbare, mais c'est celle qu'on a vue tout à l'heure qui dit qu'il y a une surjection split. Voilà. Les multiplications sont reliées, les additions sont reliées. Tout ça, c'est des lemmes qui en fait sont dans n'importe quelle bibliothèque qui parle d'arithmétique modulo. Hein. C'est juste qu'on les a mises sous le vocabulaire que Troc comprend aujourd'hui, mais on pourrait imaginer qu'il y ait quelque chose de plus agréable qui permette de juste ne pas s'en soucier. Et là, il y a un lemme qui est un petit peu plus particulier, qui s'appelle RMOD 3, et qui dit que quand on prend un entier et qu'on le regarde modulo 3, c'est la même chose que de le regarder d'abord modulo 9 et puis ensuite de faire modulo 3. Voilà. OK. Et donc maintenant, voici un petit exemple qui vient d'une discussion avec Ricardo au CIRM l'année dernière où il avait lancé un projet pour des semi-débutants en fait, autour du théorème de Fermat pour le k n égale 3. Donc ici, on essaie de trouver une condition nécessaire sur les solutions. Donc vous voyez, on va conclure que si cette condition est réalisée, alors m cube plus n cube ne peut pas être égal à p cube. Et la condition, c'est en termes de divisibilité par 3. Okay. Donc on a vraiment une quantification sur Z ici. Et la preuve de cette étape-là, c'est de se dire qu'on peut réduire cet énoncé au cas sur Z sur 9Z et ensuite juste inspecter au cas par cas. Et la question, c'est comment est-ce que je passe de ça à Z sur 9Z? Et en fait, ça marche. Juste parce que les implications sont dans le bon sens, parce que les opérations sont en correspondance, juste pas à cause des ingrédients que j'ai mis dans la base de données de Troc. Donc voilà ce que va faire Troc ici. Donc, ça se passe là, le but. Je vais exécuter... Ah, pardon. Donc je reviens, voilà mon but. Je vais exécuter ma tactique. Et là, vous voyez que en fait, ce qui s'est passé, c'est juste que la quantification, maintenant, elle est sur 9Z. Et voilà, ça, c'est le travail de Troc. Et maintenant, on va faire juste une preuve par cas, c'est-à-dire qu'on va inspecter 9 puissance 3 cas pour vérifier qu'à chaque fois, cette identité ne marche pas. Voilà, Q et D. Et si je demande à Roc, est-ce qu'il y a des axiomes qui restent? Il dit non, c'est bon, il n'y en a plus. Voilà. OK, donc je vais conclure là-dessus. Donc ce travail, en fait, il permet en fait de regrouper, de comprendre, de mettre sous un même chapeau plusieurs outils un petit peu technologiques, un petit peu programmés de façon ad hoc et qui sont cruciaux en fait pour la formalisation de mathématiques comme les calculs de coercion, les plongements, les manipulations de caste, la réécriture sétoïde, etc. J'ai essayé de vous convaincre qu'en fait, en regardant d'un petit peu plus près les propriétés de théorie des langages de programmation du formalisme sous-jacent, en fait, on arrive à avoir des beaux résultats qu'on peut transférer à la pratique de la formalisation de mathématiques de façon très concrète. Et de mon point de vue, c'est un peu ce qui explique que tous les exemples que je vous ai montrés en début d'exposé, ils ne sont pas faits en théorie des ensembles. C'est plus difficile, en fait, d'avoir la main sur ce type d'automatisation si on n'a pas la théorie du lambda calcul typé sous les pieds. Et j'espère pouvoir aller dans le sens
d'Antoine à la fin de son exposé et des questions. Je suis d'accord, tout ce qui est simple devrait être simple. Ça rendra les choses complexes possibles, mais je suis persuadée qu'avec plus d'exploitation de ce type de propriété, on y est presque. Merci.